Jean Joyeux que la plupart d'entre vous connaissent. Et nous avons aussi Raphaël Colici et le professeur. Professeur, si vous vous rapprochez un tout petit peu de Raphaël, on vous verra. Nous sommes Voilà, parce que ensemble, là, en fait, voilà. voilà, c'est ça. Donc, alors, ce soir, merci à vous tous d'être présents. Je vois que nous avons des personnes de Vannes, nous avons des personnes de Bonpas dans les Pyrénées-Orientales, nous avons La Ciotat qui nous rejoint, Lille, Sandrine et Michel de Limoges, des habitués, bienvenue. Corinne et Didier qui sont dans les Landes, bienvenue. Aussi hier, dans le Var en Côte d'Azur, Volnavet-le-Haut, oui, je reconnais certaines personnes, vous êtes bienvenus. Maryse de la Drôme aussi, la Haute-Savoie, le Luxembourg, l'île de Majorque, aussi le fin fond de la forêt corrézienne. Merci, ça y est, je me suis projetée. Nous avons aussi Libramont en Belgique, Bordeaux, l'Auvergne, Clermont-Ferrand, Téhéran, Anzin en Belgique, Cavaillon, Nicole de Narbonne, Angela de Malmort, on a aussi Montpellier, Lille, et de nombreuses personnes qui nous rejoignent encore, donc Philippe de Mâcon, Ivoire, Pauline de Saint-Cyprien, le Jura, Saône-et-Loire. Pour ceux qui posent la question, si, le professeur est bien là, mais en fait, il est à côté de Oui, je Raphaël, suis et là. du coup, voilà, il est à côté de Raphaël, et en fait, je peux pas mettre plus grand, sinon on voit pas la Alors présentation. attendez, est-ce que vous me voyez mieux comme ça? Mieux, on voit une partie de vos visages, on voit la moitié de votre visage à tous les deux, du coup. Alors, on a aussi Bruxelles, Oriol, et des personnes qui disent qu'ils sont très heureux de retrouver Raphaël Colici, qu'ils ont déjà eu l'occasion d'entendre. C'est Martine et Pierre de Lux-sur-Aude. Nous avons aussi le Lot et Garonne, Alès en Cévennes. Merci Florian. Donc nous avons aussi le Cap Breton, c'est Anne-Marie et Léon, la Loire-Atlantique, Rabastin dans le Tarn, le Haut-Beaujolais, Noirmoutier. Merci à tous de jouer le jeu de ces localisations qui nous permettent de voyager un petit peu en permettant aux éventuels retardataires de nous rejoindre. Voilà, de toute façon, le webinaire est enregistré. Donc, nous allons commencer. Professeur, je vous laisse la parole pour introduire, comme d'habitude, le thème de ce webinaire. Eh bien, écoutez, certains d'entre vous, vous connaissez Raphaël Colici, mais d'autres ne le connaissent pas. C'est un homme exceptionnel qui vit sur les plateaux du Larzac, sur les terres les terrasses, pardon, les terrasses de Larzac, qui ne cesse de s'occuper de ceux qui sont en difficulté. Il a sauvé une coopérative qui fait de l'huile pas très loin de chez lui. Il a sauvé énormément d'associations qui étaient en difficulté, tout simplement parce que il se donne aux autres. Et il a eu un projet qu'il m'a présenté il y a peu de temps en me disant, écoute, c'est un projet assez fabuleux puisque je fais, je fais venir de l'eau, je fais venir de l'eau, je cultive de l'eau, voilà, c'est le mot qu'il a utilisé, je cultive de l'eau pour cultiver la terre. Alors j'ai demandé des explications. Il m'a dit, ben voilà, je vais dans une zone désertique au Cap-Vert qui souffre depuis une dizaine d'années de la sécheresse. Et donc, j'ai un gros projet et ce projet, je veux le faire connaître parce que hein, on a besoin de financement, on a besoin d'être aidé. Il a déjà fait un prêt de 50 000 euros ils sont partis très vite. Pourquoi? Parce que les prix des matériaux ont extrêmement augmenté. Donc, des difficultés de côté là. Je lui ai dit, écoute, on va faire un webinaire, on va le faire gratuit, on va montrer tout ça à tous ceux qui nous écoutent et on va leur dire, écoutez, il va falloir que vous puissiez généreusement aider, pas Raphaël Colici, mais le projet qu'on va vous présenter. Donc Raphaël, un très grand merci d'être monté dans les Pyrénées pour faire préparer ce webinaire et le présenter à tous ceux qui nous écoutent. Je sais que nous sommes très nombreux ce soir. Il y a déjà des dons qui sont arrivés et on vous en remercie. Tout sera retransmis complètement à la Fondation de Raphaël qui va vous expliquer comment il cultive l'eau pour cultiver la terre en très peu de temps, ce qui s'est passé. À toi, Raphaël, avec la première image. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire où va se dérouler dans un premier temps un film que vient de réaliser notre ami Étienne Brault. Il l'a fini dans l'aéroport cet après-midi. Donc, vous voyez, on arrive du Cap-Vert, tout est vraiment, l'actualité est chaude. Et, et voilà,
je subis depuis 5 ans dans l'Hérault la sécheresse, pas que moi, hein, tous les agriculteurs du sud de la France et en particulier dans le Languedoc. Les Pyrénées-Orientales sont le département le plus impacté et donc il nous faut réfléchir à comment on va procéder dans les années qui viennent pour cultiver la nourriture. Eh bien, j'ai choisi cette île désertique où il n'y a pas eu d'eau depuis 13 ans et les agriculteurs ont tous arrêté de produire et la famine guette. Ils dépendent de l'île capitale par bateau et quand la semaine dernière il y a eu une tempête, le bateau est pas venu pendant 2, 3 jours, eh bien les étals se vident. Enfin voilà, cette précarité m'a, si vous voulez, stimulé à réaliser ce projet. Et vous verrez qu'en 15 mois de plantation, nous avons les premières bananes, nous avons les premiers grains de café, les premiers fruits et, et surtout un immense espoir. Alors, Juste, c'était une professeur, colonie portugaise, je crois, hein, le Cap-Vert. pardon. Oui, c'était portugais avant. Je Donc, pense on que va c'est lancer important le. de redire, professeur, qui est Raphaël, parce qu'en fait, ceux qui ont déjà écouté les fruits oubliés, le webinaire sur les fruits oubliés, savent qui il est, mais peut-être redire un peu Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il en faut même faire. temps, donc, si vous voulez, sur les terrasses de Larzac, où il est arrivé, où il y avait beaucoup de cailloux et peu, je dirais, d'arbres fruitiers, il a fait pousser des oliviers, des arbres fruitiers absolument fantastiques. Il a même fait un oléatherme. Oléa, ça veut dire l'huile d'olive, où, avec son épouse Elisabeth, Babette, il reçoit des gens qui viennent passer une semaine pour véritablement se reposer, être recevoir des soins de qualité, de massage, d'hydrothérapie, etc. Et c'est donc, si vous voulez, une capacité de chercheur en même temps et de soignant, parce qu'il est les deux, un chercheur, un soignant. Mais soigner l'humain, c'est aussi, on va le voir dans son projet, soigner la terre. Or, quand vous n'avez pas d'eau et que vous avez du désert, comme vous le voyez certainement sur l'image qui est devant vos yeux, ben vous vous dites comment allons-nous faire si les nuages ne nous envoient pas l'eau dont nous avons besoin. Alors, Raphaël, peut-être tu peux te présenter un peu plus encore que ce que j'ai dit, parce que tu as une expérience fantastique. Alors, ce qui me tient à cœur depuis bien longtemps, quand c'était pas la mode, c'est cette fameuse biodiversité que l'on met maintenant à toutes les sauces. Et pour moi, il était important que nous retrouvions ces variétés anciennes qui peuvent vraiment nourrir l'humain. Parce que euh, ces variétés résistent au froid, résistent à la chaleur, résistent à la sécheresse, résistent aux maladies. Et donc, elles ont du goût. Et il est important que nous retrouvions ce patrimoine alimentaire. Et voilà, on a créé des conservatoires. Après, mon interface médicale fait que j'ai créé des alicaments, j'ai créé des nouvelles filières. Et cette expérience que j'ai eue sur les terrasses du Larzac depuis plus de 30 ans, eh bien, je la mets au service de ce projet puisque déjà, nous avons répertorié des fruits intéressants, euh, dont le noni, le fruit le plus antioxydant au monde et qui se plaît dans cette île. Voilà, donc nous avons beaucoup de choses à découvrir et nous allons vous passer le film 6 minutes et demie à peu près, c'est ça. voilà, d'Étienne Brault, réalisé ces jours-ci. Donc c'est vraiment une première qui est d'ailleurs demandée par les Américains, puisque il y a des négociations actuelles pour que tout cela soit présenté aux États-Unis, étant donné qu'ils ont là-bas aussi des zones de sécheresse catastrophiques. Alors, est-ce que le film est sur Madrid, sur un ordinateur à Madrid? Est-ce que Je vais essayer Jean-Marc, de le partager. Je vais le faire maintenant. oui, Allons-y. Ils disent de couper nos micros. nous devons couper le micro. Tá bom? Bem, está fixe, Anhã. Antes era muita fartura, abundância. Tudo estava tudo verde.
Agora, depois não chove mais, fica tudo seco. On voit bien ici tous les champs qui étaient cultivés. C'était l'abondance il y a quelques années. Après 13 ans de sécheresse, les paysans viennent d'abandonner leurs champs. Antigamente na Ilha do Maio existia muita chuva e tinha muito poço de água, mas hoje com a seca, com pouca chuva, Maio tem pouco desenvolvimento em termos de agricultura. En quelques années, le changement climatique, le manque de pluie, la sécheresse, la chaleur qui a augmenté de 3 degrés, eh bien, le désert est en train de reprendre ses droits et malheureusement, il n'y a plus de nourriture sur l'île. Vous voyez ce beau champ de maïs, prometteur d'une superbe récolte. Voilà, ça a avorté puisqu'il n'y a eu qu'une petite pluie qui n'a pas été suffisante. Nos anos 80 nós tínhamos 150 e tal agricultores, mas agora é muito pouco. Regarde ça, le puits comme il était. Agora, neste momento, na situação que nós está, já muitos jovens estão a regressar porque aqui no Maio não tem nada a fazer. Está completamente paralisado. Já a gente, malta novo tem que sair para países europeus, países da Europa, para buscar vida melhor. On n'a plus d'espoir parce que la situation ça devient de plus en plus difficile. L'essentiel, c'est qu'il passe. Le monde a vu. Ah oui, franchement, oui. Ah, c'est... C'est un désert qui est pas très loin de l'Europe, où la population est très résiliente, parce qu'elles sont habituées à avoir des famines, à avoir des cycles de sécheresse comme celui-ci qui est de 12 ans. Et il m'a semblé que ces conditions extrêmes étaient propices à mettre en place mon projet de cultiver de l'eau avec une vingtaine de techniques. J'ai vu en Mayo un défi, un laboratoire, car si l'on peut vaincre la sécheresse ici, on peut le faire partout. Il n'y avait que des pierres, c'était un morceau de ce désert. Il y a 13 mois, on a commencé à planter ces premiers arbres. Et donc le but, c'est de créer une oasis en agroforesterie multi-étagée. J'ai décidé de montrer que l'eau, cette ressource vitale, peut être maîtrisée, catalysée et cultivée. Grâce à un mariage de savoir-faire ancestraux et modernes. Je suis allé faire plusieurs projets en Afrique, dans des conditions extrêmes, et c'est là que j'ai appris des techniques où, dans le désert, ils captaient de l'eau. Je déploie ici une vingtaine de techniques, un arsenal contre l'aridité. Et déjà, grâce à mon expérience et un travail acharné de mon équipe, le résultat est là. Ce qui me plaît dans cette aventure, c'est qu'il n'y a pas de retour sur investissement d'attendu. Ce n'est pas un projet mercantile, donc c'est vraiment investir surtout du temps, du travail et bien sûr de l'argent, mais pour la finalité, c'est donner à la population locale des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire par rapport au changement climatique qui a lieu ici aussi d'une façon un peu dramatique. Et voilà, on va essayer de faire tout notre possible pour faire un modèle reproductible, on espère, dans toutes les régions arides. C'est passionnant.
Trabalho aqui na fazenda de Rafael, gosto muito de trabalhar aqui, trabalho com as plantas, depois que eu venho trabalhar aqui. Et lui, il irrigue les rangées d'à côté par les racines. Il y a un phénomène physico-chimique qui se passe. E não é porque isso pode ser uma oportunidade de aprender com o senhor Rafael sobre as plantas da África, a plantação e muitas coisas. Ce volet transmission est très important parce que ce modèle est reproductible partout. Partout où il y a de la sécheresse, partout où il y a des problèmes d'eau, nous allons pouvoir apporter des clés. Ça va ouvrir les pensées des personnes ici. Il nous faut absolument garder cette autonomie alimentaire et pour ça, c'est important que nous fassions nous-mêmes nos graines. Antes não tinha trabalho para trabalhar, depois que eu trabalho aqui, a minha situação de vida melhorou e mudou tudo um pouco. Chaque goutte compte et votre contribution est précieuse. Comme le colibri de la légende, apportez votre goutte à ce projet. Ensemble, apprenons à cultiver l'eau et faisons de cette oasis un véritable symbole de résilience. Alors, il y a eu un souci de connexion, je ne sais pas si Lucie est là, mais ils sont sur le point de revenir. Je suis là, je remets le film. Ah, il n'a pas été vu? Je pense qu'on peut l'enlever, non? Tá bom. Ah, il a été vu en entier? Antes era muito Il a été vu en entier, fartura, abundância. Tudo estava tudo verde. Ok. Agora, depois não chove mais, fica tudo seco. Moi, je l'ai pas vu en entier. Pour On voit bien ici tous les champs qui étaient cultivés. Ok, très bien. Alors, je vais voir avec Henri pour qu'il revienne. Je viens de l'avoir au téléphone, il est en train de se reconnecter. J'ai l'impression que ce soir, au niveau technique, ils ont du mal. Mais c'est bizarre parce que moi, pour le coup, en fait, la vidéo s'est arrêtée avant la fin. Donc, je savais pas que vous aviez tout vu. Bref, c'est pas très grave. L'important, c'est que vous ayez tout vu. Alors, on va revenir. Hein, là, le professeur et Raphaël Coicci vont revenir. Très bien. C'est vrai que c'était un petit peu délicat au début parce qu'on a eu du mal à charger la vidéo sur la plateforme. Et maintenant, il faut qu'il revienne et qu'il partage son écran avec ses photos. Mais bon, on va y arriver parce qu'on l'a déjà fait une fois. Donc, il faut juste un petit peu de patience. Il y avait ils sont en train d'arriver, ils attendaient je sais pas quoi, mais il y avait une personne qui disait avec un peu d'humour que Raphaël Colicci, c'est l'arche de Noé pour les fruits et légumes, et c'est vraiment ça. Moi, j'ai son livre, je ne sais pas si vous l'avez, s'il y avait des gens qui étaient là au dernier webinaire, son livre sur les plantes et les fruits oubliés.
c'est incroyable et c'est qu'une minuscule partie du travail qu'il fait. Ah, professeur Raphaël, vous revoilà. Super. On a vu le film en entier. Tout le monde dit que c'est magnifique et bravo. Et vous avez eu la musique aussi et les paroles? Oui, on a eu tout. C'était Le super. Raphaël est super joyeux, c'est le cas de le dire. Hein. Oui. Il est magnifique. Enfin, c'est superbe. Donc voilà, si vous voulez continuer, Raphaël, est-ce qu'on refait pour que vous puissiez nous montrer les photos? Oui. Donc, voilà, comme je vous disais, 2 icônes après le micro, comme tout à l'heure. Vous mettez, partagez bien l'écran en entier. Et vous validez le partage, donc vous mettez autoriser. Voilà. Donc là, on voit tout votre écran. Donc, vous prenez vous savez, le petit trait là, le petit trait pour réduire, donc à côté de la croix et du carré, tout en haut, non, tout en haut. Voilà, ici, très bien. Donc là, vous réduisez encore. Voilà, on vous voit, hein, on vous voit et on voit votre écran. Et là, vous pouvez retourner sur votre, voilà, et développer ce que vous voulez développer. Super. Alors, tu vas nous expliquer les méthodes. Voilà, donc, il y a une vingtaine de techniques pour créer de l'eau, pas en grande quantité d'ailleurs, hein. Ce sont des techniques anciennes pour la plupart. Et donc, c'est pour ça que notre leitmotiv, c'est chaque goutte compte. Parce que, voilà, on est habitué à avoir de l'eau courante partout en Europe. On est habitué à avoir des biens de consommation. Voilà, mais là-bas, dans cette île, il n'y a rien. Alors, voilà, le désert de Mayo, Voilà, on voilà, voit. il est fait de pierre, c'est volcanique, hein, et il y a des érosions plus ou moins. Et là, voilà, là, c'est l'endroit où on va créer l'oasis. On a fait un premier nettoyage et je me suis retrouvé. Alors, pour moi, cette photo est très importante. Je l'ai nommée acte fondateur parce que voilà, j'arrive de France avec ce projet qui n'a aucun écho. Au contraire, on, on a plutôt tendance à me dire que, comme d'habitude, que c'est de la folie, que je vais me faire trancher la gorge, que tu es trop vieux, voilà, etc. Et donc, d'habitude, j'ai des anciens, mais là, l'ancien, c'est moi maintenant. Donc, il y a personne pour me conseiller. Les gens ont abandonné l'agriculture et ils me voient arriver avec une brouette trouée, ramasser des crottins, parce que moi, j'essaye de trouver la ressource. Et qu'est-ce qu'il y a comme ressource? Eh bien, des crottins de vaches, d'ânes qui sont là. Et ensuite, je vais trouver des bois morts qu'il me faut pour les bactéries. Parce que mon premier projet, c'est de créer un sol vivant, un sol moelleux, un sol qui va garder l'eau. Parce que vous le savez peut-être pas, mais quand vous arrosez, la plupart du temps, 80% de l'eau s'en va, c'est perdu. Voilà. Donc, il faut faire un sol qui va recevoir les arbres, qui soit rétenteur de cette eau, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup et il faut qu'elle reste. Et donc, je vais faire un procédé de lasagne. Je vais mettre un peu de ce fumier qui commence à se décomposer. Je vais mettre un peu de ce qu'ils appellent le shroom, qu'on trouve sous les acacias. On va mettre un peu de terre qui a été filtrée, enfin qu'on a tamisée. Et voilà, ces lasagnes de plusieurs végétaux vont commencer par créer ce sol spongieux qui va retenir l'eau. Voilà, c'est très important parce que le, le sol est, il y a des bactéries, il y a des micro-organismes. Voilà, il va accueillir voilà l'invisible. Hein, vous le savez, il y a des millions de micro-organismes. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Donc, il a fallu cet acte fondateur créer d'abord ce sol. Voilà, vous voyez les branches. On met des branches
aussi, qui dedans il y a plein de petites bêtes et la, ils sont voilà, le bois est en décomposition. Alors ensuite, il faut avoir une vision du terrain pour qu'on puisse le peu d'eau qu'il y aura la retenir. Souvent, dans ces pays-là, il y a une pluie torrentielle qui va plutôt faire des dégâts, va plutôt avoir tendance à emmener le sol. Et là, vous voyez, on fait des lignes de 15-20 centimètres pour retenir l'eau sur l'oasis, sur le terrain. Alors, les Incas le faisaient déjà. Regardez, voilà, ça c'est un exemple que faisaient les Incas pour retenir l'eau. Là, ce sont les restanques méditerranéennes, comme nous avons fait au Larzac aussi. Et là, nous avons fait des demi-lunes. Voilà. Après, dans le sud tunisien, j'ai participé à faire des djezours. Voilà, c'est aussi des creux. Et là, vous voyez, ça a marché puisque nous avons eu une pluie, bon, bien sûr, qui s'est asséchée au bout de 3 jours, mais regardez sur l'oasis, on a fait des demi-lunes et regardez l'eau, la petite pluie, ben, l'eau est restée. Voilà. Et là, Jean-Luc, le, le responsable de l'oasis, voilà, est en train de faire un barrage pour aussi retenir l'eau. C'est comme un capital. Alors, une deuxième technique, quand on arrose, je vous l'ai dit tout à l'heure, on perd 80% de l'eau. Eh bien, il existe des hydro-retenteurs qui maintenant sont faits avec des sphènes et donc peuvent être agréés en bio. Et ces hydro-retenteurs vont permettre de retenir jusqu'à 300 fois le volume en eau, qui va rester proche des racines. Alors bien sûr, là, la photo est petite, mais il va se créer une osmose entre les racines et ces toutes petites billes d'hydro-rétenteurs. Et pendant 1 mois, la plante va pouvoir s'hydrater avec cette matière hydrique. Ensuite, vous avez les bien connus Oyas, que vous mettez dans la terre et l'eau va se diffuser tout doucement et va permettre aux racines de plonger dans la terre et de se nourrir de cette petite eau sans gaspillage. Alors, bien sûr, là-bas, il n'y a pas d'Oyas pour le moment. Il y a des petites poteries beaucoup plus simples qu'on peut enterrer. Moi, je fais régulièrement les poubelles et on peut le faire aussi avec des bouteilles plastiques. Mais c'est pas la même porosité. Mais je vous dis, quand il y a rien, voilà, il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Alors, ensuite, il y a une autre façon de capter l'eau. Là, regardez l'araignée. La toile d'araignée a tissé donc cette magnifique toile qui, le matin, voilà, est remplie d'eau. Eh bien, beaucoup de pays utilisent les filets qu'ils appellent filets à brouillard et vous les tendez entre des câbles. Nous allons faire le nôtre le mois prochain puisque je viens de le recevoir cette semaine, mais c'est très difficile à trouver. Je ne sais pas pourquoi tous ces matériaux qu'on a besoin pour cultiver de l'eau, soit les usines ont fait faillite, soit c'est impossible. Là, ça fait 1 an que je cherchais des filets. S'il y en a parmi vous qui ont des adresses, je veux bien. Mais là, il a fallu se débrouiller avec un petit artisan et c'est pas encore l'idéal. Alors, il y a aussi un autre thème qui peut apporter de l'eau, ce sont les arbres fontaines. Là, vous avez le garoé des îles Canaries que j'ai du mal à retrouver, mais il y en a d'autres. Nous avons reçu par Étienne la semaine dernière le henguier, qui est une plante médicinale, un arbuste d'1 mètre, 1,20 m, qui lui va distribuer l'eau par les racines aux arbres de la rangée d'à côté, ou
à des rangées de sorgho ou de maïs. Voilà. Alors il y a une médiation physico-chimique qui se produit pour voilà, créer de l'eau. Ça paraît miraculeux, mais c'est comme ça. La nature a de telles ressources que, que c'est incroyable, ces phénomènes qu'on peut difficilement expliquer comme ça. Alors, il y a aussi au Cap-Vert une sorte de plante grasse qui s'appelle la Fourkreis et qui, elle, va drainer quelques litres d'eau. Mais le mieux, l'arbre le plus efficace, c'est quand même le garoé parce qu'il arrive, les gens l'ont utilisé avant aux Canaries et il pouvait produire 20 litres d'eau par jour. Donc, si vous avez 10 arbres, vous avez déjà 200 litres et avec 200 litres, on peut faire beaucoup de choses. Comment cet arbre donne-t-il son nom? Eh Par bien, ses racines? par les feuilles. Celui-ci, la plupart des arbres fonctionnent par les feuilles et le NGR par les racines. Chacun a des métabolismes. Là, vous voyez des filets. Ils en font beaucoup au Chili. Ils sont en train d'en faire maintenant sur des collines marocaines qui arrivent à alimenter en eau potable des villages pour la consommation personnelle et pour les jardins. Alors, là, c'est Arturo, un ami italien qui a mis ça au point. Il a appelé ça la tour Warka. Et cette tour Warka est magnifique déjà au niveau du design, parce que Arturo a fait le design des Airbus, donc il sait ce que c'est que un profilé, et il, il ramassait régulièrement les olives chez son père, dans la campagne romaine, et le matin, il voyait que les filets d'olives étaient chargés de litres et de litres d'eau. Et un jour, en vacances au Cameroun, il a vu des femmes faire jusqu'à 10 kilomètres avec une cruche sur la tête pour avoir 5 ou 6 litres d'eau. Et il a dit, c'est pas possible, je vais construire voilà cette tour Warka pour aider ces populations dans les zones désertiques. Donc, vous voyez, alors elle produit entre 80 et 100 litres par jour, ce qui est très intéressant. Comment fonctionne-t-elle, hein? Eh bien, il y a une armature en bambou. Alors, au Cap-Vert, le problème, c'est que nous, il n'y a pas un seul bambou. On en a planté 2, mais voilà, ils poussent, mais tout doucement. Donc, il faut qu'on trouve un bois souple. Et ensuite, Arturo a créé un filet avec des mailles particulières, vu que c'est son métier, le design des profilés. Voilà. Alors, ensuite, il y a une autre technique, c'est la technique du point de rosée. Là, vous voyez de l'eau qui a sur l'herbe, voilà, qui a été accrochée, la rosée a été accrochée par l'herbe, et donc ces points de rosée, quand l'hydrométrie est très haute, comme au Cap-Vert, où elle atteint 95% régulièrement, c'est intéressant de calculer le point de rosée ou tout simplement de mettre des appareils qui vont permettre de récolter cette eau ambiante. Alors, nous, on privilégie bien sûr ce qui est low-tech, low cost, et qu'on peut faire soi-même et que facilement reproductible. Donc, là, c'est pour vous faire voir une tour à rosée. Il faut essayer de zoomer un peu peut-être si possible. Est-ce que vous pouvez? Non, je crois pas. Je ne veux pas prendre de risque parce que tout est instable là. On est dans un équilibre instable d'ordinateur. Moi, je suis un homme de terrain, pas d'ordinateur. J'ai peur de tout faire écrouler. La tour arrosée, comment arrive l'eau et comment est-elle conservée? En général, on met ça sur une butte quand c'est possible. Et là, vous allez voir le schéma qui suit, où vous voyez l'air chaud de l'extérieur arrive sur des pierres
rafraîchit de l'intérieur. Comme vous savez, quand il y a une masse, quand il y a une masse de pierre, les caves enterrées, les maisons anciennes avec des gros murs en pierre, eh bien, elles sont fraîches à l'intérieur. Il y a le vent chaud à l'extérieur. Cette rencontre va produire de l'eau et sur le bas, il y a un réservoir. Voilà. C'est le principe. Alors ensuite, il y a ce puits de rosée, ces pierres de rosée que nous allons débuter la semaine prochaine ou dans 10 jours. Voilà, on a besoin de faire un terrassement et nous allons faire ce système. Enfin, de toute façon, on va essayer de faire tous les systèmes. Pas très gros, puisque nous, le but de notre projet, c'est un centre de recherche sur l'eau. C'est un centre de recherche qui va mettre en œuvre une vingtaine de pratiques, mais si ensuite, par l'intelligence collective, eh bien, on va en trouver d'autres. Voilà, nous sommes ouverts aux échanges et à évoluer dans le temps et avec des gens qui maîtrisent la physique, la biologie, la technique des fluides. Alors Donc, là, c'est pareil. tu es prêt à bosser avec des jeunes alors là. Oui, bien sûr. Ouais. Il faudrait qu'ils viennent. Oui, voilà. Et puis, vraiment, je crois que il y a un avenir à travailler sur ce qui existe. Et ces points de rosée sont vraiment une science intéressante parce que elle est là en permanence. Et donc, Là, ici, c'est de la pierre de rosée, la précédente. oui, c'est des blocs de pierre. Oui. On va essayer de trouver du calcaire et pareil, il fait frais dedans, l'air, voilà. Alors là, il y a un petit schéma de quelque chose qu'on peut faire. Je l'ai appelé condensateur de terre parce que on va le mettre à environ 3-4 mètres. On va mettre un tuyau, mais bon, là-bas il n'y a pas de tuyau, hein, c'est pas comme en France, mais on va trouver quelque chose et donc, on va trouver peut-être un ventilo de radiateur, mais là-bas, il n'y a pas de casse non plus. Il y a pas, voilà, il y a tellement peu de choses, mais on va trouver dans l'île voisine. Et avec un ventilateur de camion, on va trouver des tubes assez gros, hein. Et en bas, on va faire un petit réservoir et l'air, toujours pareil, le même principe. L'air chaud va faire tourner le ventilo et en bas, dans la Terre, l'air est froid et il y a ce phénomène de condensation qui va se produire. Et voilà, on met une petite pompe manuelle. Alors bien sûr, ce type de technique va faire peut-être 7 à 10 litres par jour, tout dépend de la grosseur. Mais nous, je vous l'ai dit, on va faire une multitude de techniques. Chaque goutte compte. Et ce qu'il faut, c'est investiguer, améliorer tout ça. Ce n'est que le début. Nous sommes pas beaucoup à faire ça dans le monde. La plupart des déserts, je les connais, on a pris contact avec eux, ils utilisent 1, 2, voire 3 techniques. Hein, le sol, les matières organiques, nous on fait en plus une agroforesterie multi-étagée où on met en haut la noix de coco qui va faire couler la rosée ou la pluie ou etc. le moindre passage d'humidité sur le manguier, ensuite sur l'avocadier sur le papayer sur le caféier, etc., etc. Et puis entre les rangées, on plante très serré et entre les rangées, eh bien, on peut ensuite, au bout de quelques années, cultiver des légumes. Mais entre-temps, il faut, avec une niébé, avec des trèfles africains, etc., créer aussi un sol entre chaque rangée avec de la matière organique parce que on s'est rendu compte que quand on met 1 tonne de matière organique à l'hectare, on reçoit immédiatement 1700 litres d'eau tout de suite, en plus. Donc, vous voyez que c'est une vision globale qu'il faut avoir de l'oasis. C'est
travailler sur beaucoup plus d'aspects que 2 ou 3 techniques. Voilà. Vous m'avez dit Alors, que vous avez mis des arbres qui étaient des acacias, mais ils se sont plantés de variété, de oui. variétés. Oui, oui, ce qui est bien dommage, l'Europe a payé plusieurs centaines de milliers d'acacias, mais ils n'ont pas choisi le bon, ils ont choisi le plus mauvais, qui est Acacia americana, qui ne présente aucun intérêt au niveau des feuilles, puisque personne ne peut les manger, elles sont toxiques, et les racines vont très profondes, alors que nous, on plante d'autres variétés d'acacia qui restent en superficie, qui vont amener l'azote de l'air dans la terre, vont fertiliser les sols et surtout ne pas diminuer le potentiel des nappes phréatiques. Alors là, il y a un autre matériau qui est un matériau moderne, étudié par la mécanique des fluides, et toujours pareil, hein, sur les points de rosée, c'est un matériau où vous voyez la goutte de rosée va glisser grâce à ce matériau. Elle n'aura pas le temps de s'évaporer, elle va glisser vers le réservoir. Alors, vous pouvez en faire des panneaux, récupérer l'eau, ou carrément des toits. Et si vous n'avez pas ces panneaux, parce qu'il faut les acheter, eh bien, ça coûte moins cher. On peut mettre une peinture qui va permettre un peu le même effet. Et si vous n'avez vraiment ni l'un ni l'autre, eh bien, en Inde, c'est en train de devenir très populaire avec de l'argile, de la paille. On crée comme une petite cunette, une sorte de petit réservoir, et par-dessus, on met un plastique qui permet l'écoulement mais ça ne serait pas voilà aussi optimum que cette belle technicité, mais voilà, à chaque fois, on va faire comme on peut avec ce qu'on a. Et, et le différentiel de température entre la paille et l'argile sous cette bâche plastique qui est quand même choisie pour faire couler les gouttelettes d'eau vers un réservoir, voilà, c'est en train de se développer en Inde. Mais tout ça est à améliorer, tout ça, voilà, nous, on se sert des expériences sur chaque continent et on veut rassembler toutes ces techniques pour créer justement une école pour apprendre à cultiver de l'eau et à être prêt pour les sécheresses futures. Alors, parmi les appareils modernes, vous avez ce condensateur atmosphérique d'eau, mais là, c'est très consommateur d'électricité. Bon, bien sûr, dans le désert, on a des panneaux solaires, hein. Celui-ci, par exemple, il peut vous amener 300 litres par jour. C'est celui dont je rêverais un jour pour nous dépanner. Combien ça vaut une machine comme ça? Une machine comme ça vaut 30 000. D'accord. Voilà, 30 000 euros. Et, et donc, elle marche avec des panneaux solaires et en continu, elle vous 300 litres d'eau par jour. voilà, c'est ça. Alors après, il y en a des plus grosses, il y en a des plus petites, mais voilà, pour faire fonctionner. Alors c'est de l'eau potable, mais c'est de l'eau qui est bonne aussi. Après nous, on la vortex et on l'enrichit en énergie pour arroser les arbres. Alors là, c'est encore une autre technique. C'est Majib qui fait ça pour reverdir le désert. C'est un chercheur, ingénieur d'origine algérienne qui voilà a commencé à créer une ceinture verte. Alors son appareil, pareil, c'est voilà, il m'intéresse beaucoup parce que ils l'utilisent comme un l'acupuncture des nuages. Enfin, c'est assez compliqué. J'ai pas encore eu le temps de voir vraiment comment ça marche, mais en tous les cas, il va capter les nuages et faire tomber la pluie. Mais pas que à son endroit. C'est ça qui est intéressant. C'est que ça va euh, faire pleuvoir sur toute une zone. Et là, vous voyez, c'était un désert et au bout de 3, 4 ans, voilà, il y a déjà quelques arbres qui pointent. Alors,
Ensuite, il y a vu qu'on est dans une île et beaucoup de déserts sont à proximité ou même jusqu'à plusieurs kilomètres d'eau, de mer, et là, on peut désaliniser. Alors ça, c'est un petit désalinisateur en poterie qui va vous faire 3-4 litres par jour, mais parfois ça peut suffire pour une famille, pour boire. Voilà, là c'est un peu plus sophistiqué, ça va vous produire jusqu'à 10 litres par jour chaque bulle. Ça marche avec le soleil et vous mettez de l'eau de mer dedans, ça sort de l'eau potable. Il y a aussi ce jeune Français, un génie. Ses idées n'ont pas eu d'écho en France. Il est parti en New-Zélande et ça fait 1 an que je lui cours après et j'arrive pas à vraiment rentrer en contact avec lui. Alors lui, c'est vraiment le génie. Et il met de l'eau de mer dans un ballon. La taille du ballon est variable selon l'argent qu'a la famille. Vous le mettez au-dessus du toit ou de la case et en fait, il va y avoir le soleil qui va faire une évaporation. Ça va produire du sel de mer que la famille va utiliser pour elle et même revendre. Mais l'astuce de ce désalinisateur, c'est que ça va produire de l'électricité par le jeu des cations et des anions du sel. Je suis pas calé pour comprendre ça, mais voilà, pour un physicien, c'est voilà. Plus c'est moins, quoi. Voilà. Et donc, ils mettent ça au-dessus de la case. Il y a un tuyau qui descend pour se servir en eau potable et un fil qui va éclairer la pièce la nuit. Donc, voilà, ça coûte rien. Comment s'appelle ce jeune garçon? Il a créé ce système qui s'appelle Skylight. Mais on n'arrive pas à lui mettre la main. Ouais. Sky, c'est le ciel. Voilà. Et alors, toutes ces techniques, on les fait converger vers un bassin. Donc, voilà, la première chose qu'on a faite, c'est de créer un réservoir. Et c'est là que j'ai eu la surprise de voir que le ciment avait pris 520% d'augmentation, que les barres de fer avaient pris plus de 600%. Et ce qui, voilà, m'a un peu grevé le budget que j'avais prévu sur 4 ans, il a été grillé en 6 mois. Voilà. Et voilà, donc là, on n'a pas pu faire le toit, la dalle ciment, on a pris des bâches parce qu'on n'avait plus d'argent. Et donc voilà, toutes les techniques vont se déverser dans ces réservoirs. Et puis on espère qu'un jour, il va aussi pleuvoir. Et on a des plaques de ciment, on a des drains qui vont converger vers ce réservoir. Alors, la liste n'est pas exhaustive, hein. On est en train de travailler avec des chercheurs qui travaillent sur le son et la sécheresse, en particulier le 432 Hz et le 532 Hz. De toute façon, c'est en cours depuis des années. Beaucoup de par le monde, beaucoup d'agriculteurs ou de chercheurs ont déjà mis ces techniques à l'épreuve dans des champs, dans des cultures maraîchères, et voilà, les mesures ont été faites. Et par exemple, on le sait très bien que les plantes réagissent très bien à la musique de Mozart. Mais ça demande plus d'investigation. En tous les cas, le son a une incidence sur la plante et certainement sur la sécheresse. Et la plante entend. Elle entend et elle peut transformer, effectivement. Et c'est un nom allemand qui est à l'origine de tout ça. Oui, Schrellenberger, voilà. Et donc, voilà, il y a aussi d'autres techniques un peu ésotériques.
il y a l'électroculture qui a fait ses preuves aussi. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à investiguer. Voilà. Nous, ce qu'on est en train de créer, c'est un centre de recherche. Qu'on voudrait, c'est faire une école, puisqu'on a déjà beaucoup de demandes de plusieurs pays pour venir se former à ces techniques. Mais voilà, c'est pour ça que voilà, on peut pas faire ça tout seul, quoi. Il nous faut maintenant avoir des épaules plus solides. Il faudrait présenter ça peut-être dans des écoles d'ingénieurs, que ce soit à Purpan ou des écoles d'agriculture en France. Il y en a un peu dans toutes les villes et à Eh oui, Gros-Paris. mais on fait comment? Moi, je suis déjà entre deux Non, mais fermes, on va leur faire passer ce diaporama pour leur dire bougez-vous, quoi. bien sûr. Hein, plutôt que d'apprendre à mettre des pesticides un peu partout. Voilà, Là, c'est de l'eau que tu cherches à mettre. Hein. oui, Et dès qu'on fait, nous sommes à 18 techniques. oui, mais Oui. il y en a Il d'autres. y en a d'autres, oui. Oui. Alors, j'ai oublié, par exemple, dans le sol vivant, l'apport du biochar. Très important, les Incas déjà le faisaient sous forme de terra preta. Comment tu dis? Le biochar. C'est un charbon de bois qui est fait d'une certaine façon, qui n'est pas toxique. Oui. Et c'est très important parce qu'il va non seulement garder l'eau dans le sol, mais il va garder aussi euh, euh, dans la structure poreuse du charbon, il va garder l'eau et les bactéries, les micro-organismes, etc. Il y D'où a, le microbiote dans la terre. oui, D'accord. Et le microbiote, c'est comme tu disais, le non visible, mais qui est sous terre extrêmement actif, quoi. Il y a plus de bestioles sur la terre qu'il y a d'humains sur la terre. et oui, et oui, oui, oui. Donc voilà, il y a certainement des questions. Tu as d'autres images là? Non, On peut arrêter le diaporama alors? oui, Peut-être et passer pour qu'on puisse te voir. Raphaël, il faut peut-être le fermer. Vous pouvez le fermer et revenir sur votre onglet. Alors attendez, et revenir sur votre onglet en fait de webinaire. Donc c'est pas celui-ci. Oui, sur le webinaire, oui. C'est pas celui-ci. bon ben je vais le Non, refaire. non, refaites-le pas. Là, attendez, allez sur la fermez celle-ci. Donc non, pas là. Petit. Descendez. Non. Descendez. Vous voyez là, vous avez 3 onglets. Enfin, c'est au-dessus du speed test. Si vous montez en droite ligne sur montez en droite ligne, là, montez encore un peu, montez encore un peu. Voilà, là vous fermez la petite non, un petit peu au-dessus. Non, un petit peu au-dessus, pardon. Voilà, vous avez une petite croix là, juste au-dessus. Si vous montez encore un peu, vous avez une petite croix. Très bien, voilà. Et là, vous allez nous revoir. Voilà. Et là, maintenant, on va arrêter le partage. Donc, vous arrêtez le partage d'écran. Alors, attendez, est-ce que je peux l'arrêter pour vous? Ouais, je peux l'arrêter pour vous. C'est bon. Super. Nous revoilà. Voilà, c'est bon. On peut se mettre grand écran pour voir Raphaël. Voilà. Oui. On continue. Voilà. Alors, il y avait des personnes qui nous demandaient déjà si le webinaire est enregistré. Oui, il est bien enregistré. Alors peut-être on va demander à Jean qui lui s'intéresse pas simplement à ce qu'on met dans l'assiette, mais d'où vient ce qui arrive dans notre assiette. Est-ce que tu as été intéressé, Jean, par tout cet aspect de ne pas gaspiller, se battre pour récupérer la goutte d'eau? Ça, c'est extraordinaire. Énormément, je trouve ça absolument passionnant et je trouve que quelque part ça doit être une source de confiance dans la possibilité qu'on a de nourrir la planète sans avoir recours à des procédés qui en réalité on en a une magnifique preuve dans l'état des lieux de cette vidéo, de ce film. Au Cap-Vert, les méthodes d'agriculture intensive ont épuisé un sol, ont complètement dévasté un écosystème, ont vidé les puits. Et les grands patrons des entreprises bien connues comme Monsanto, Syngenta, etc. soutiennent mordicus que sans eux, on ne pourrait pas nourrir la planète, alors qu'il y a encore beaucoup de gens qui crèvent de faim. Je trouve que c'est très culotté d'annoncer ce genre de choses-là. Et d'un autre côté, ils ont beau le défendre avec des raisonnements complètement biaisés, en
observant un peu les choses et avec un peu de sens géométrique, je dirais, de la rentabilité des cultures, on peut déjà faire un premier constat, c'est qu'eux, ils cultivent en longueur et en largeur. Alors que dans le système que nous a décrit Raphaël, dans le système qui est de la permaculture, eh bien, on produit en longueur, en largeur et en hauteur et sur plusieurs étages. Donc, il y a une quantité de matière organique qui va être produite qui est considérable. Ensuite, la matière organique, ramener de l'azote dans le sol, ça se fait en faisant tomber les feuilles, en faisant pousser des plantes qui fixent l'azote de l'air et en les fauchant et en les laissant renourrir le sol, etc. Il y a tout un tas de procédés pour progressivement créer, comme tu l'as très très bien décrit, une grande quantité de matière organique et nourrir une microfaune qui va participer à créer des réseaux qui progressivement vont retenir de plus en plus d'eau. Et c'est en fait un écosystème que tu es en train de reconstruire, et cet écosystème-là, il me parle très fortement parce que il y a quelques années, j'ai un passif d'alpiniste et j'ai observé l'évolution des glaciers, et clairement on voit que les glaciers reculent de partout, et j'avais été étonné de voir que malgré la quasi-disparition de la calotte glaciaire du Kilimandjaro, il y avait encore énormément de rivières, de fleuves, de cascades, etc. Puis, en regardant je ne sais plus quel documentaire avec mes enfants, j'ai appris que c'était les arbres qui produisaient les nuages, l'humidité, la pluie par les échanges gazeux qui ont lieu au niveau des feuilles et qui nourrissaient en fait les fleuves qui descendent du Kilimandjaro, alors que j'étais convaincu que c'était les glaciers qui construisaient cette réserve d'eau. Et c'est là que j'ai enfin compris que à quoi servaient par exemple les aiguilles du sapin, récupérer l'humidité par capillarité comme les gouttes d'eau de rosée sur la feuille pour les renvoyer dans le sol et ensuite créer, même dans des zones très désertiques où il ne pleut jamais, réussir à développer de la végétation, quand on a dans les zones à la marge du désert d'Atacama par exemple. Donc les arbres sont extrêmement importants, et qu'a fait le système de l'agriculture conventionnelle? Il a exigé qu'on coupe les arbres, qu'on taille les haies, qu'on les réduise à néant, et en fait on a cassé complètement la biodiversité en arnaquant les agriculteurs en leur disant vous allez produire plus, et en fait ils sont obligés de tenir leurs plantes en soins palliatifs permanents avec des systèmes où on laboure en faisant croire qu'on va fertiliser le sol en labourant. Et j'ai appris aujourd'hui un truc en travaillant sur le métabolisme du fer, c'est que quand on laboure, on va retourner les différentes couches du sol et on va faire remonter les oligo-éléments qui normalement sont remontés par, entre autres, les vers de terre, les lombriques, dans les couches supérieures, dans les couches cultivables. Les oligo-éléments, parmi eux, il y a le fer, et on sait que le fer, c'est un oligo-élément particulier parce qu'il est très pro-oxydant. Et il devient d'autant plus pro-oxydant qu'il est exposé à des conditions favorables, comme notamment la chaleur du sol, et le fait de labourer, ça a un effet complètement catastrophique sur la microfaune du sol, sur le microbiote du sol, et du coup, ils sont obligés de rajouter des engrais, de l'azote et tout un tas de cochonneries. Et donc, ils maintiennent des semences résistantes aux pesticides, etc., en soins palliatifs, littéralement. Et de cette façon-là, on obtient une alimentation qui non seulement est toxique, mais est aussi très, très appauvrie en micronutriments. J'avais lu dans un rapport de l'INSERM qui doit dater de 2015, je crois, que il faisait une comparaison entre les aliments issus de l'agriculture biologique et les aliments issus de l'agriculture conventionnée. Et puis leur conclusion était extrêmement malhonnête parce qu'ils disaient que il n'y avait pas tant de différence que ça. Puis comme toujours, quand il y a des conclusions qui sont un peu suspectes, il faut regarder, il faut lire entre les lignes. J'allais regarder un petit peu toute la bibliographie qu'ils avaient faite, et en fait, ils ont été totalement malhonnêtes sur la façon d'analyser la bibliographie. Ils ont volontairement sélectionné les études qui leur donnaient raison, et surtout, ils ont écrit noir sur blanc qu'une agriculture de type biologique permettait d'avoir davantage de polyphénol, davantage d'oligo-éléments, etc. dans les plantes, et ils n'en ont pas du tout tenu compte dans
dans les résultats qui ont été exprimés dans le résumé, dans les conclusions de cette vaste étude. Donc ils ont dit il n'y a pas tant de différence entre le bio et le non bio, alors qu'il y a des différences en fait qui sont très très significatives. Et ces différences-là résident beaucoup dans ce que je connais beaucoup moins bien que Raphaël, c'est cette microfaune et puis ce microbiote, voilà, tu parlais des petites bêtes qu'on essaie de réattirer, de renourrir. Ben, on sait que les bactéries, quand elles sont déshydratées, elles réussissent à se mettre un petit peu en état de survie. Puis dès qu'on ramène de l'humidité, ben, c'est là qu'elles vont se développer, les bactéries, les champignons qui vont dégrader la matière organique, etc. Donc le fait de ramener un petit peu d'humidité va relancer ces processus-là. Et l'objectif qui est en route dans ce système-là, c'est de recréer un microbiote du sol. Et il faut savoir que le microbiote du sol, il est en dialogue permanent, ou en tout cas, il est censé être en dialogue permanent avec votre microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, il n'est pas apparu comme ça par l'opération du Saint-Esprit, il n'est pas d'origine génétique. Il provient de la première contamination lors du passage du nourrisson dans le canal génital maternel, lors de l'accouchement par voie naturelle. L'allaitement amène encore beaucoup de bactéries, mais après, c'est l'alimentation qui va entretenir ce microbiote au quotidien. Or, aujourd'hui, l'alimentation de type industrialisé, elle est très pauvre en nutriments, mais elle est aussi totalement stérilisée. Elle est appauvrie en bactéries, elle est très très appauvrie en bactéries, du coup ça contribue à des déséquilibres du microbiote intestinal qui expliquent pourquoi on a de plus en plus de pathologies qui ressemblent furieusement à des intolérances, alors intolérance au gluten, non cœliaque, maladie inflammatoire chronique intestinale, syndrome du côlon irritable, intestin irritable, colopathie fonctionnelle, etc. On n'en a jamais eu autant. On a très très peu de pathologies infectieuses parce qu'en fait les microbiotes un peu pathogènes sont très appauvris, mais notre microbiote, celui qui fait notre immunité, notre capacité à absorber les nutriments, est dévasté par ces systèmes-là. Et l'intérêt de ces systèmes de permaculture, c'est qu'on renoue le dialogue entre le terrain, le microbiote du sol et notre microbiote à nous, qui vient de là. C'est un véritable retour aux sources. Et comme le disait la semaine dernière le professeur Gilles-Éric Serralini, donc, qui expliquait pourquoi et comment tous les OGM sont très mauvais pour la santé, de façon directe et indirecte, eh bien, il disait qu'il faut aller chercher une alimentation la plus locale possible et issue d'un système de biodynamie, parce que c'est elle qui va nous aider non seulement à absorber moins de substances toxiques, mais aussi à les éliminer. C'est très très important d'avoir l'humilité d'attendre que la nature fasse son chemin, rééquilibrer les écosystèmes pour qu'ensuite elle donne beaucoup beaucoup plus que ce qu'on est capable de lui faire donner à un champ qui est, je trouve que cette expression est vraiment parlante, il est maintenu en soins palliatifs, c'est-à-dire que sans tous ces apports, ces intrants phytosanitaires, agrochimiques, il n'y a rien qui pousse là-dedans, il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de biodiversité. La biodiversité, c'est un terme qui n'est pas assez fort, je trouve. S'il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de bio tout court. Ils l'ont appelé phytosanitaire. Ils ont appelé ça phytosanitaire. Tout à fait. Monsanto et les autres, sanitaire, Ouais. santé, phyto, la plante, santé, tout ça, c'est du vent en tempête. Et c'est pour ça Exactement, qu'aujourd'hui, c'est pas- les agriculteurs se révoltent avec toutes les lois qui arrivent de l'Europe et qui sont là pour les étrangler, quoi. Mais Bien sûr. Raphaël, tu as eu une grosse expérience, toi, des terrasses, puisque tu parles des terrasses du Larzac. Et ça t'a permis, justement, quand tu es arrivé, c'était quand même très sec, tout ça. Non, mais moi, c'est sur la pierre. Sur la pierre, oui. La première oasis qu'on a faite sur 8 hectares, c'était donc sans matière organique, sur la pierre. Et on a créé un sol. Et là, on fait sans eau. Donc, on est en train de mettre en place des techniques qui vont cultiver l'eau. Je serais intéressé d'avoir des questions, Oui. parce que Alors le but, déjà, c'est d'échanger aussi Oui, pour avec... bien expliquer, qu'ils ouais. puissent expliquer ce que les gens veulent savoir pour pouvoir aider dans ce magnifique programme. Alors déjà, on a un témoignage d'une personne qui dit qu'elle a 25 cm de couverture organique sans retourner le sol, qu'elle n'arrose jamais,
Et son sol, qui était au départ sableux, retient maintenant l'eau et les lombriques et les millions de micro-organismes vivent et travaillent avec moi, dit-elle. Un autre détail, j'utilise mes propres semences et après 4 ans, elles ont acquis de ma terre et de mon climat et de ma façon de cultiver. La terre est un trésor à nourrir. Elle me nourrit désormais entièrement. Je suis maman solo de 3 enfants. C'est possible et tellement meilleur. Je suis autonome. Excellent. Voilà. C'est fabuleux, hein, bravo, hein, incroyable. Voilà, on a un témoignage déjà. Alors, une personne demande, pouvez-vous rappeler le nom des des hydrorétenteurs bio que vous utilisez? Alors, pour le moment, ils n'ont pas l'agrément bio, mais nous travaillons sur une production faite avec de la sphaigne. Voilà. Et comment ça s'écrit, la sphaigne? Je vois pas. ah, mais c'est une matière qui retient l'eau, mais je me rappelle plus la molécule. Tu disais qu'il y avait des billes, c'est ça que tu Oui, reconnais, hein? voilà. Si, j'ai trouvé Alors, comment ça s'écrit. oui. 300 fois plus que SPH-AIGNE, c'est une plante, hein? Oui, qui est séché. Voilà, parce qu'avant, ils utilisaient un acide, j'ai oublié le nom, hein. Et maintenant, pour avoir la certification bio, ils ont enlevé cet acide qui va faire que les hydrorétenteurs vont se multiplier. La fabrication, elle va être accessible. C'est un tout petit peu cher. Il faut environ 150 grammes par arbre et ça coûte par arbre, ça doit coûter, je me rappelle plus, mais ça doit coûter peut-être 2 euros ou 3 euros. Ouais, mais quand vous en plantez des milliers, ça oui, coûte cher. si tu en plantes des milliers, ça fait 1000 fois ça. Ouais. Oui. Une personne demande comment entretenir les lasagnes. Alors, moi j'ai fait ce système parce que j'avais rien d'autre sous la main de près. Il fallait que je plante au plus vite. Eh bien, comment on entretient les lasagnes? Eh bien, on autonome, puisque on a mis du fumier composté. Là, on le voit pas, mais dans ma brouette, les crottins que je ramasse, je les ai mis dans un endroit. J'en ai fait de l'eau de purin. euh, et donc, ces différentes couches de terre initiale, de terre un peu plus riche qu'on ramasse sous les arbres, qui a une amorce de terreau que les Capverdiens appellent le shroom, ils ne plantent pas un arbre s'il n'y a pas cette matière-là. Eh bien, comment on l'entretient? Eh ben, ne serait-ce que par des tisanes justement, on fait des macérations de plantes. Je fais beaucoup de macération avec, bien, du fumier composté ou avec les aloe vera qui sont en abondance, même non arrosées, elles sont magnifiques. Elles ont jamais connu une goutte de pluie depuis 13 ans. Et elles sont en fleurs là en ce moment. Voilà, on fait on fait ces élixirs et ça stimule la vie bactérienne du sol. Merci. Une personne voulait revenir aussi sur la plante qui diffuse par ses racines, prononciation Nguyen. Comment ça s'appelle? Comment ça s'écrit? Alors le nom officiel c'est Guiera senegalensis. C'est N apostrophe Guier Guier du Sénégal. Voilà. C'est une plante médicinale qui est utilisée au Cap-Vert puisque cette population noire du Cap-Vert vient du Sénégal. C'est des anciens esclaves amenés par les Portugais. Et donc, ils ont aussi gardé leur tradition. Mais cette plante, ils ne la cultivent pas au Cap-Vert pour le moment. Elle est cultivée beaucoup au Sénégal. Elle est même à l'état semi-sauvage. Et il y a une semaine, on a fait des boutures, on a repiqué ce que Étienne nous a ramené de Dakar, ou à côté.
et on a espoir que on va lancer la production. On va faire une rangée de NDR et à côté, on va mettre une rangée d'arbres. Après, on va remettre une rangée de NDR, on va mettre à côté une rangée de sorgho. Et pourquoi le sorgho? Eh ben parce que il faut varier, parce que peut-être que ça va être trop pour un arbre va demander beaucoup plus d'eau à ce petit arbuste. Donc on va voir les densités. Voilà, on est un centre de recherche, donc nous ce qu'on veut c'est éprouver les techniques. Et le sorgho parce que c'est l'alimentation, c'est une locale. Le sorgho ou le maïs. J'ai vu un commentaire qui disait mais il faut pas planter de maïs. Mais si, depuis des millénaires, eux ils plantent le milpa. Depuis les Incas, tous ces peuples dans les îles, au Brésil, etc., ils plantent les trois sœurs, c'est-à-dire un maïs, c'est un maïs blanc, qui n'a rien à voir avec le maïs industriel de chez nous, qui est résistant à la sécheresse, et ils mettent euh, un, un haricot, des fois ils en mettent deux, un rouge, un blanc, ils mettent des curcubitacées, euh, donc les haricots vont monter le long du maïs, comme une rame à haricots, et les curcubitacées vont, par leur corolle, capter le point de rosée et aussi garder l'humidité dans le sol. Donc, vous voyez, il y a ce cercle vertueux qui est créé en permanence, et donc c'est pas pour rien que la base de l'alimentation des Capverdiens, c'est le maïs, les légumineuses et les légumes. Mhm. Merci. Est-ce que vous allez planter des choses pour nourrir les gens et quoi? Eh ben, ce que je viens de vous dire, eux, ils n'ont pas besoin de nous ils savent ce qu'il faut planter. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'eau. Les jardins sont prêts à fonctionner. Il suffit que on puisse multiplier ne serait-ce que 4 à 5 techniques par jardin et les jardins vont reprendre leur activité. Là, en 15 mois déjà, tu as eu des résultats assez étonnants. Oui, oui, mais on n'en est qu'à l'aube Oui. de tout ce qu'on peut faire. Je vais créer euh, la filière noni au Cap-Vert parce que il s'y plaît et puis ça peut être une source de revenus. Donc en France, je- j'ai trouvé ça efficace de créer la filière, des filières nouvelles, des filières qui peuvent produire des alicaments. Et là, c'en est un, et de choix. Est-ce que vous pouvez nous en reparler? Je dis noni, ça s'écrit Noni, visiblement. Oui, oui. C'est quoi? Eh ben, c'est un fruit qui, pendant des centaines et des centaines d'années, a servi aux guérisseurs des îles du Pacifique, en particulier Hawaï, Tahiti, etc., a servi d'anti-inflammatoire, anti-rhumatismal pour les douleurs. Et, et ensuite, ils se sont aperçus que euh, ben, il y avait un rajeunissement cellulaire. Les gens vivaient plus vieux dans les régions où ils en consommaient régulièrement. Et à l'heure actuelle, la science, la médecine a investigué ce fruit et il fait partie voilà, de la médecine anti-âge. Mais c'est pas très connu en France, bien que la France, à travers Tahiti, il y a un mouvement énorme de plantation de noni dans les îles françaises du Pacifique. Donc, il va y avoir une production française de noni, mais pour le moment, elle est principalement américaine par l'intermédiaire de l'île d'Hawaï ou la Floride. Ils servent d'abord les Américains vieillissants, quoi. Oui, mais là, c'est en train de prendre, hein, vraiment. Oui. Lucie? Merci. Une personne se demandait pourquoi ne pas utiliser le forage sur l'île. Parce qu'il n'y a plus d'eau à cause Les nappes sont sèches. les nappes sont sèches à cause de ces mauvais acacias qui a été planté. Je pense, je sais pas, je crois que Avec des fonds européens, c'est quand même voilà, extraordinaire. ce fonctionnaire européen devrait être traduit devant la justice. En tous les cas, les Capverdiens ne comprennent pas que l'Europe peut faire de telles fautes. Hmm.
Une personne vous dit il dit « Je suis heureux d'annoncer à Raphaël que bientôt il recevra un dessalinisateur d'eau de mer produisant 100 litres d'eau douce à l'heure, fonctionnant avec des panneaux photovoltaïques. C'est Rebirth Water, vous connaissez ? » Oui, c'est un ami, c'est une personne exceptionnelle qui fait, voilà, ils ont créé la Mélusine, hein, qui est une fontaine à eau que nous avons chez nous, à la disposition des clients pour nous-mêmes, et que nous avons maintenant, grâce à Alain, nous avons pu en installer une dans l'Oasis, voilà. Et donc cette fontaine Mélusine, elle a été éprouvée depuis 30 ans en Inde, à Euroville, et c'est le fruit de plusieurs chercheurs. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et Alain, une partie